Chapitre 6. Elle avait lu Paul et Virginie, et elle avait rêvé la maisonnette de bambou, le nègre de Mango, le chien fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelqu'un bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits rouges dans les grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable vous apportant un nid d'oiseaux. Lorsqu'elle eut 13 ans, son père l'amena lui-même à la ville, pour la mettre au couvent. Ils descendirent dans une auberge de quartier Saint-Gervais, où ils eurent à leur souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de mademoiselle de la Vallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par l'égratignure des couteaux, glorifiaient toute la religion, les délicatesses du cœur et les pompes de la cour. Loin de s'ennuyer, au couvent, les premiers temps, elle se plut dans la société des bonnes sœurs qui, pour l'amuser, la conduisaient dans la chapelle où l'on pénétrait du réfectoire par un long corridor, et jouait fort peu durant les récréations. Comprenait bien le catéchisme, et c'est elle qui répondait toujours à monsieur le vicaire dans les questions difficiles. Vivant donc sans jamais sortir de la tiède atmosphère des classes, et parmi ces femmes au teint blanc portant des chapelets à croix de cuivre, elle s'assoupit doucement à la langueur mystique qui s'exhale des parfums de l'autel, de la fraîcheur des bénitiers et du rayonnement des cierges. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur, et elle aimait le brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës, ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sur sa croix. Elle essaya par mortification de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa tête quelques vœux à accomplir. Quand elle allait à confesse, elle inventait des petits péchés, afin de rester là plus longtemps à genoux dans l'ombre, les mains jointes, le visage à la grille, sous le chuchotement du prêtre. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes, de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était pendant la semaine quelques résumés d'histoire sainte ou les conférences de l'abbé Frayssinous et le dimanche des passages du génie du christianisme par récréation. Comme elle écouta les premières fois, la lamentation sonore de mélancolie romantique se répétait à tous les échos de la terre et de l'éternité. Son enfance se fût écoulée dans l'arrière-boutique d'un quartier marchand, et se serait peut-être ouverte alors aux envahissements lyriques de la nature qui, d'ordinaire, ne nous arrivent que par la traduction des écrivains. Mais elle connaissait trop la campagne. Elle savait le bêlement des troupeaux, les laitages, les charrues. Habituée aux aspects calmes, elle se tournait au contraire vers les accidentés. Elle n'aimait la mer qu'à cause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était clairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des choses une sorte de profit personnel, et rejeter comme inutile tout ce qui ne contribuait pas à la consommation immédiate de son cœur. Étant de tempérament plus sentimental qu'artiste, cherchant des émotions et non des paysages. Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Protégée par l'archevêché, comme appartenant à une ancienne famille de gentilshommes ruinés, sous la Révolution, elle mangeait au réfectoire à la table des bonnes sœurs et faisait avec elles, après le repas, un petit bout de causette avant de remonter à son ouvrage. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé qu'elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenez de nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes en cachette quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dames persécutées, s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes, baisers, nacelles, au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis et qui pleurent comme des hurles. Pendant 6 mois à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière des vieux cabinets de lecture. Avec Walter Scott, plus tard, elle s'éprit de choses historiques, rêva bahut, salle des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux manoir, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passaient leurs jours le coude sur la pierre et le menton dans la mare, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir.
Elle eut dans ce temps-là le culte de Marie Stuart et des vénérations enthousiastes à l'endroit des femmes illustres ou infortunées. Jeanne d'Arc, Louise, Agnès Sorel, la belle ferronnière et Clémence César pour elle se détachaient comme des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où saillissaient encore, çà et là, mais plus perdus dans l'ombre et sans aucun rapport entre eux. Sans lui, avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis XI, un peu de Saint-Barthélemy, le panache de Béarnais, et toujours le souvenir des assiettes peintes où Louis XIV était vanté. À la classe de musique, dans les romances qu'elle chantait, il n'était question que des petits anges aux ailes d'or de Madone, de Lagune, de Gondolier, pacifique composition qui lui laissait entrevoir, à travers la niaiserie du style et les imprudences de la note, l'attirante fantasmagorie des réalités sentimentales. Quelques-unes de ses camarades apportaient au couvent les keepsakes qu'elles avaient reçus en entraîne. Il les fallait cacher. C'était une affaire, on les lisait au dortoir. Maniant délicatement leurs belles reliures de satin, Emma fixait ses regards éblouis sur le nom des auteurs inconnus qui avaient signé le plus souvent comte ou vicomte au bas de leurs pièces. Elle frémissait en soulevant de son haleine le papier de soie des gravures qui se levaient à demi pliées et retombaient doucement contre la page. C'était derrière la balustrade d'un balcon, un jeune homme en court manteau qui serrait dans ses bras une jeune fille en robe blanche portant une aumônière à sa ceinture. Ou bien les portraits anonymes des ladies anglaises à boucles blondes qui, sous leur chapeau de paille rond, vous regardent avec leurs grands yeux clairs. On en voyait d'étalés dans les voitures, laissant au milieu des parcs, où un lévrier sautait devant l'attelage qui conduisait au trot deux petits postillons en culotte blanche. D'autres, rêvant sur des sofas près d'un billet de cacheté, contemplaient la lune par la fenêtre entr'ouverte, à demi drapée d'un rideau noir. Les naïves, une larme sur la joue, becquettaient une tourterelle à travers les barreaux d'une cage gothique, ou souriant la tête sur l'épaule, effeuillaient une marguerite de leurs doigts pointus, retroussés comme des souliers à la poulaine. Et vous y étiez aussi, sultan à longue pipe, pâmé sous des tonnelles, au bras des bayadères, djaours, sabres turcs, bonnets grecs, et vous, surtout, paysages blafards des contrées dithyrambiques, qui souvent nous montraient à la fois des palmiers, des sapins, des tigres à droite, un lion à gauche, des minarets tartares à l'horizon, au premier plan des ruines romaines, puis des chameaux accroupis. Le tout encadré d'une forêt vierge bien nettoyée avec un grand rayon de soleil perpendiculaire tremblotant dans l'eau, où se détache une écorchure blanche sur un fond d'acier gris, de loin en loin des signes qui nagent. Et l'abat-jour du quinquier, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde, qui passaient devant elle, les uns après les autres, dans le silence du dortoir et au bruit lointain de quelques fiacres attardés qui roulaient encore sur les boulevards. Quand sa mère mourut, elle pleura beaucoup les premiers jours, et se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte. Et dans une lettre qu'elle envoyait au Berthaud, toute pleine de réflexions tristes sur la vie, elle demandait qu'on l'ensevelît plus tard dans le même tombeau. Le bonheur la crut malade et vint la voir. Emma fut intérieurement satisfaite de se sentir arrivée du premier coup à ce rare idéal des existences pâles, où ne parviennent jamais les cœurs médiocres. Elle se laissa donc glisser dans les méandres la martinienne, écouta les harpes sur les lacs, tous les chants de cygnes mourants, tous les chutes de feu, les vierges pures qui montent au ciel, et la voix de l'éternel discourant dans les vallons. Elle s'en ennuya, n'en voulut point convenir, continua par habitude, ensuite par vanité, et fut enfin surprise de se sentir apaisée, et sans plus de tristesse au cœur que de rides sur son front. Les bonnes religieuses, qui avaient si bien présumé de sa vocation, s'aperçurent avec de grands étonnements que mademoiselle Rouault semblait échapper à leurs soins. Elle lui avait en effet tant prodigué les offices, les retraites, les neuvaines et les sermons, si bien prêché le respect que l'on doit au sang et aux martyrs, et donnait tant de bons conseils pour la modestie du corps et le salut de son âme qu'elle fit comme les chevaux que l'on tire par la bride. Elle s'arrêta court et le morse lui sortit des dents. Cet esprit positif au milieu de ces enthousiasmes qui avait aimé l'église pour ses fleurs, la musique pour les paroles des romances, et la littérature pour ses excitations passionnelles s'insurgeait devant les mystères de la foi, de même qu'elle s'irritait davantage contre la discipline, qui était quelque chose d'antipathique à sa constitution. Quand son père la retira de pension, on ne fut point fâché de la voir partir.
La supérieure trouvait même qu'elle était devenue, dans les derniers temps, peu révérencieuse envers la communauté. Emma rentrait chez elle, se plut d'abord au commandement des domestiques, prit ensuite la campagne en dégoût, et regretta son couvent. Quand Charles vit Noberto pour la première fois, elle se considérait comme fort désillusionnée. N'ayant plus rien à apprendre et ne devant plus rien sentir. Mais l'anxiété d'un état nouveau, ou peut-être l'irritation causée par la présence de cet homme, avait suffi à lui faire croire qu'elle possédait enfin cette passion merveilleuse qui jusqu'alors s'était tenue comme un grand oiseau au plumage rose planant dans la splendeur des ciels poétiques. Et elle ne pouvait s'imaginer à présent que ce calme où il vivait fût le bonheur qu'elle avait rêvé. À suivre.